déclare ouverte la séance du 16 mars 2015 du Conseil municipal. Je vous propose donc, comme habituellement, Antoine Fouan comme secrétaire de séance, qui est pour. Merci. Donc, Antoine, vous pouvez procéder à l'appel. Hélène Roubolène. Présente. Marie-France Lefort. Présent. Daniel Guéran. Présent. Marie-Dominique Bagous. Jean-Paul Blé. Présent. Marielle Veillet. Procuration à Johan Michelozzi, mais je crois qu'elle varie. Yoann Michelozzi. Présent. Béatrice Bonfillon-Cavassa. Présent. Guillaume Volant. Présent. Dominique Chen. Présent. Gaël Barthélémy-Lassagne. Présent. Michel Liotto. Présent. Françoise Como. Joël Albanaise. Procuration à Michel Liotto. Nicole Ferréoux. Présente. Michel Giraud. Présent. Sonia Marcelli. Présente. Alban Zakaria. Présent. Audrey Bonnet. Présente. Philippe Audier. Présent. Françoise Cailleul. Présente. Fatma Touel-Clément. Présente. Antoine Font présent. Emmanuel Butavant. Présente. Jean-François Dubu. Procuration à Agnès Penens. Agnès Pénins. Présente. Marc Lévy. Présent. Nathalie Arnaud. Procuration à Marc Lévy. Christophe Neuville. Présent. Donc, à votre lecture, le compte-rendu du conseil municipal du 19 janvier. Y a-t-il des remarques? S'il n'y a pas de remarques, nous passons directement au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. 5. Donc, si Madame Bagous qui était absente. Abstention. Alors, information du conseil municipal. Compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 16 avril 2014. Donc, conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises par délégation du conseil municipal. Numéro 1 à 11, il s'agit, je ne vous les redis pas toutes, de conventions avec des associations. Elles sont toutes listées, je ne vous les nomme pas, vous pouvez les lire. Pour chacune d'entre elles, sont précisées l'école dans laquelle ils interviennent, le coût et la durée, et ensuite si c'est pour des activités périscolaires ou pour les nappes, et là en l'occurrence ce ne sont que pour des nappes. Voilà. Il s'agit des numéros 1 à 11. Numéro 12, signature d'une convention d'occupation du domaine public avec la société SICOM pour l'implantation à titre gratuit et pour 5 ans de mobilier urbain destiné à la signalisation commerciale et touristique. Numéro 13 à 16, c'est la même chose que de 1 à 12. Vous avez le nom de l'association ou la personne qui dirige une activité, l'école dans laquelle elle intervient, le prix, la durée, et il s'agit effectivement dans tous les cas de nappes. Numéro 17. Signature d'un contrat de location, renouvellement à usage de garage, 6 rue de la Providence, avec M. Dubujean-François et Mme Laborie-Laure, pour une durée de 6 ans à compter du 16 janvier 2015, moyennant un loyer mensuel de 89,93 €. Numéro 18. Signature de l'avenant 2015 à la convention avec le Conseil départemental de l'accès au droit, pour des consultations juridiques gratuites pour les FUVELINs, moyennant une participation financière de la commune fixée à 1098,65 € pour 15 permanences à 73,24 € la séance, plus une participation aux frais de fonctionnement du CDAD 13 de 98,87 €, soit une contribution annuelle de 1197,52 € pour 2015.
Numéro 19, signature d'un contrat avec la société Berger-Levrault pour la maintenance des logiciels Manus pour un montant annuel de 7 080,18 € hors taxe à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2017. Numéro 20, versement de la somme de 2 400 € représentant le montant des frais et honoraires dus à Maître Olivier Burthez-Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée M. et Mme Chantraine contre la commune devant le tribunal administratif de Marseille. Numéro 21. Numéro 21. Désignation de maître Hervé Hazan pour défendre la commune dans le contentieux engagé par la SCI des Hameaux Château-Larc et la SCA Château-Larc devant le Conseil d'État, demandant d'annuler l'arrêt numéro 13 MAO 4387 de la Cour administrative d'appel de Marseille du 25 juillet 2014. Il s'agit de la modification numéro 2 du PLU. Numéro 22, désignation de maître Olivier Burthez-Doucet pour défendre la commune dans le contentieux engagé par la SCA Château-Larc devant le tribunal administratif de Marseille, demandant d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le maire de Fuveau a retiré l'arrêté portant permis de lotir accordé le 5 août 2014 à la SCA Château-Larc. Désignation numéro 23, encore de maître Olivier Burthez-Doucet pour défendre la commune dans le contentieux engagé par Château-Larc devant le tribunal administratif de Marseille, demandant d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2014 du maire de Fuveau portant refus d'autorisation de lotir modificative opposée à SCH Château-Larc. Numéro 24. Désignation de maître Olivier Burthez-Doucet pour défendre la commune dans le contentieux engagé par la SCH Château-Larc devant le tribunal administratif de Marseille, demandant d'annuler la délibération du 15 décembre 2014 par laquelle le Conseil municipal de Fuveau a autorisé le maire de Fuveau à émettre un titre de recette à l'encontre de la SCH Château-Larc et à signer tout document nécessaire, d'annuler le titre de recette numéro 1109 du 18 décembre 2014 sollicitant le versement de la somme de 2 millions d'euros de la part de la SCH Château-Larc, d'annuler le titre de recette numéro 1110 du 18 décembre 2014 sollicitant le versement de la somme de 273 422,33 € de la part de la SCA Château-Larc. Cette présentation ne donne pas lieu à vote. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, Madame le maire, j'ai 3 petites questions qui attirent mon attention. Sur la décision numéro 12. 12. Oui. Pourquoi est-ce que c'est à titre gratuit? À partir du moment où il y a occupation du domaine public, est-ce qu'on ne peut pas, même symboliquement, mais demander à la société de rétrocéder à la commune de Fuveau un montant? Parce que je ne comprends pas pourquoi c'est gratuit, alors que c'est une occupation du domaine public. Or, tout domaine public, théoriquement, devrait être suivi d'une prestation gratuite, payante. Ce sont les CIL, Jean-Paul va répondre, ce sont les CIL. Hein? Oui, ce sont les... Oui, mais j'ai compris ce que c'est, rassurez-vous. Rassurez-vous, je sais très bien ce que c'est. Mais ce qui m'inquiète, enfin qui m'étonne, c'est le fait qu'on occupe le domaine public gratuitement. C'est la commune. Mais non, la commune, lorsqu'elle autorise quelqu'un, quel qu'il soit à occuper le domaine public, soit à mettre quelque chose sur le domaine public, normalement, c'est rémunérateur. C'est suivi d'une rémunération, même symbolique. Si vous voulez, quand je sais bien que vous allez me dire que c'est Marseille et c'est pas vous, mais lorsque nous avons fait la délégation de service public du tunnel Prado-Carénage, normalement il n'y avait aucune redevance, sauf l'occupation du domaine public. Et lorsque vous savez, par exemple, que pour le tunnel Prado-Carénage, le montant des recettes se monte en millions d'euros, l'occupation du domaine public, c'était quelque chose qui coûtait environ 2005 ou 3000 euros. Donc, si vous voulez, la loi permet de rémunérer cette occupation du domaine public, c'est tout. Voilà, nous avons simplement, je vous entends bien, demandé de façon gratuite aussi l'entretien de ces sites. Donc on leur a demandé d'assurer la fabrication, la pose, d'assurer la remise en état initial des sols en cas de retrait ou de modification, d'assurer l'entretien et le nettoyage des mobiliers,
par des visites bimestrielles effectives de l'ensemble du matériel, d'assurer la maintenance et la remise en état et le remplacement du matériel en totalité concernant les actes de signalisation commerciale, etc. Donc, au cas où des installations présenteraient un danger pour la sécurité des usagers, le pétitionnaire procédera en urgence à l'enlèvement du matériel concerné. J'entends bien, Madame le maire, mais donc ça, c'est ce c'était qu'ils nous aussi doivent. une Non, c'est ça, ils le doivent contractuellement. Non, pas obligatoirement. Ils peuvent poser quelque chose sans entretenir? Bien sûr. C'est ce qui était fait précédemment. C'est ce qui était fait précédemment. Non, c'est pas parce que précédemment il y avait quelque chose de mauvais qui était fait qu'il faut le continuer. Justement, nous avons modifié ce C'est genre tout à votre honneur, c'est très très bien. Voilà, ce Mais genre moi je voudrais savoir pourquoi on n'a pas été plus loin et pourquoi on n'a pas demandé à ces gens de payer, c'est tout. Si les personnes payent, ça veut dire que c'est à la commune à faire après. Non, absolument pas. Ça s'appelle l'occupation du domaine public. Non, mais ils font un service public. Renseigne, par exemple. C'est la signalétique qui vient renseigner. Normalement, ça ne devrait pas l'être. Non, mais ça permet aux prestataires, notamment hôteliers, je pense aux chambres d'hôtes, etc., d'être indiqués gratuitement. Non, je crois que vous ne comprenez pas ma question. Si, Monsieur Lévy, effectivement, vous avez des communes qui ont voté des occupations du domaine public avec des forfaits pour telle et telle chose, etc. Donc, c'est vrai que ça existe, c'est vrai que par exemple la commune d'Aix, à chaque parcelle, mais la commune d'Aix le pratique également, y compris pour les abribus d'ailleurs, il y a pas pour tout. En l'occurrence, c'est la mairie peut, mais elle n'est. Oula, ça par moment, hein, ça part. Hein. La mairie peut, mais ce n'est pas une obligation. En l'occurrence, la réponse est, nous avons souhaité effectivement, puisque nous avions cette convention d'entretien, cette convention de nettoyage, cette convention d'assurer effectivement le maintien de cette signalétique, nous avons souhaité ne pas leur faire payer une rémunération quelconque, effectivement, du domaine public. C'est un choix. C'est dommage parce qu'on se prive d'une rémunération. Enfin bon, je prends acte. Ce serait reporté sur les gens qui sont inscrits. Si c'est à la surface, on n'aurait pas eu grand-chose, hein, parce que l'implantation, c'est deux petits... De là, ma question, je voulais savoir combien de mobilier ça concerne. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup Ça concerne tous les cils que vous... Il doit y avoir une bonne vingtaine, voire plus, il y a presque une trentaine sur la commune. Hein. Vous les avez sur les barrettes bleues, avec les supports argentés. Là, vous les avez. Oui, nous on appelle ça des sucettes. Ou des mupis, ou des... Non. Madame le maire, c'était simplement une question. J'ai bien entendu. Et Voilà. Si vous me le permettez, ma deuxième question concerne le point numéro 19. Je voulais savoir pourquoi ne pas indiquer un montant TTC plutôt qu'un montant hors taxe. ça, de toute façon, il suffit d'appliquer le Oui, taux. oui, d'accord. C'est simplement, encore une fois, vous dites que c'est une information, je pose une petite question, elle n'est pas du tout polémique. Voilà. Habituellement, on met toujours en hors taxe, mais voilà, mais bon. On peut mettre hors taxe, soit tant un TTC. Moi, je voudrais qu'on mette que le TTC, mais c'est pas grave. Et ma troisième question, qui est pourquoi ne pas avoir pris le même avocat pour les points 21, 22, 23 et 24? Alors, tout simplement parce qu'au point 21, on a été attaqué en Conseil d'État et qu'il faut des avocats qui soient habilités à plaider au Conseil d'État. Donc, c'est uniquement dans ce cas-là, puisque là, c'est tout à fait autre chose, parce que aucun des différents procès là, ne concerne la même chose. Donc là, c'est pour le numéro 21, c'est la modification numéro 2 du plus, où la commune a gagné jusqu'à maintenant, et donc là, ils vont en Conseil d'État. Est-ce que ça veut dire qu'on risque de perdre? C'est une modification du plus, hein, je n'en sais rien. Pour le reste aussi. Juste une petite précision, c'est que Maître Azan travaille en collaboration avec Maître Burthez. Donc toute notre défense, elle passe d'abord par Maître Burthez avant qu'elle soit transmise à Maître Azan. Et ensuite, ça redescend chez nous et on valide pas. D'accord. Mais on travaille toujours avec le même avocat. Tant mieux. Non, je suis satisfait de voir que cette politique est une bonne politique, puisque les deux avocats sont ensemble, entre guillemets. Et là, Vous me faites peur, ça veut dire qu'on risque de perdre?
Ah mais je n'en sais rien moi. Sur la modification numéro 2 du plus, Non. si on perd, mais la modification est supprimée. Hein. Pour l'instant nous avons toujours gagné, mais chaque fois ça va plus loin avec eux. C'est une modification du plus là sur le numéro 2. Il s'agit tout simplement de la mise à disposition au niveau des élus de cette modification. Donc je veux dire, ça n'attaque pas le fondement du PLU. Hein. D'accord. Et dans le numéro 24, s'il y a souci, on risque de ne pas toucher ces 200 000 euros. Ah ben c'est eux qui le demandent. Ça, il demande à ce qu'on supprime les oui, il demande d'annuler la décoration. Alors, on a tout à fait le droit de demander le remboursement de cette avance. Alors je dirais simplement qu'ils n'attaquent pas sur le fait de demander l'avance, ils attaquent sur la forme. Hein? Donc ils n'attaquent pas sur le fond, ils attaquent sur la forme. D'accord. Voilà. Voilà la raison. Sur la délibération numéro 24, du coup j'ai une question. C'est 2 millions d'euros que l'on souhaitait effectivement récupérer de la personne en question. Je voulais savoir à quel titre ils avaient été inscrits dans le budget 2014, parce que j'imagine qu'à partir du moment où on a une délibération qui porte sur 2 millions d'euros, elle doit apparaître quelque part dans le budget de la commune, dans le budget 2014. Oui, tout à fait, on avait délibéré dessus, on s'était tous réjouis d'ailleurs, je m'en souviens, du fait que nous puissions réclamer cette somme. Bon, je m'aperçois que ça va sans doute être un petit peu plus compliqué que ce que l'on pouvait escompter, mais tout est compliqué dans cette affaire Château-Larc, effectivement. Ça sera plus compliqué. Donc, ma question, elle porte juste sur... je voulais savoir sur quelle ligne budgétaire est-ce que cette somme de 2 millions apparaissait dans le budget 2015. C'est dans le fonctionnement. C'était en fonctionnement, c'était en recette exceptionnelle, je crois, ou en récupération de créances. Peut-être déjà, c'est sur le budget 2014 et ça a fait l'objet d'une décision modificative, je crois, qui vous a été présentée en novembre ou en décembre. Tout à fait. Et ça apparaît en recette exceptionnelle, donc au compte 77 en recette de fonctionnement. D'accord. Si ce n'est que cette recette n'a pas existé réellement, puisque pour l'instant elle n'existe pas. Attendez, chaque recette, vous comprenez bien que quand vous émettez le titre de recette, la recette elle n'existe pas. Après c'est le trésor public qui recouvre le titre de recette. Pour toute émission de titre, la recette elle n'existe pas à l'instant T. Elle existe ensuite lorsqu'elle est recouvrée par le trésor public. Voilà. C'est la même chose lorsqu'on fait des titres de recettes pour la cantine. Hein. Oui, tout à on fait. inscrit la recette, mais on n'a pas encore touché l'argent. Si ce n'est que sur les cantines, on n'est pas exactement sur le même montant, parce que la 2 millions d'euros, c'est à peu près 30% du budget de fonctionnement de la commune. Donc, on n'a pas d'autre solution. Hein. Non, mais j'entends bien, mais effectivement, quand on aura à voter le compte de gestion et le compte administratif, effectivement, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter et de voir effectivement sur quelle ligne cette recette ou ce titre de recette a été inscrit. J'ai une autre question sur la délibération numéro 20. Je voulais savoir effectivement, je voulais en savoir plus sur cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, s'il vous plaît? Pareil, c'est encore un contentieux en urbanisme. Monsieur, il vous ajoutera un petit détail, mais ce sont des personnes qui attaquent un permis de construire. La commune a gagné en première instance et là, ils font appel. Hein, c'est bien ça. Non, ça a été gagné. Oui, en première instance. Voilà, ça a été gagné, donc on porte la recette qui est dans le budget de la commune. On ne parle pas de la même chose. La 20, numéro 20. Oui, mais nous on a dépensé. Voilà, c'est ça. Voilà. La commune a missionné l'avocat, ça ce sont les frais de paiement de l'avocat. Mais la commune a gagné cette affaire au tribunal administratif. C'était deux voisins, enfin une famille déjà installée, il y a un permis d'éducat à côté et ils se sont attaqués entre voisins. Voilà. Et la commune a gagné au tribunal administratif, mais il faut quand même payer l'avocat entre guillemets. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, 2, 1. Collège Franck de Rumi, subvention exceptionnelle aux foyers socio-éducatifs. Ah oui, information du conseil municipal, présentation des nappes.
Donc l'idée de la présentation de ce soir. Non, non. Non. Tu veux que je projette? Non. Donc l'idée c'est de faire part au conseil municipal du bilan d'étape, premier bilan des nouvelles activités périscolaires et de la réforme des rythmes scolaires qui se déroule sur la commune depuis septembre. Donc un premier bilan a été déjà diffusé auprès des différentes fédérations de parents d'élèves. Il fait l'objet de questions et d'échanges lors des conseils d'école qui sont encore en cours actuellement. Les enseignants en ont été destinataires aussi. Qui d'autres en a envoyé à qui encore? L'IEN. Et puis donc là, l'idée c'est de vous le présenter à vous, élus, pour voir un petit peu comment se passe notre réforme, même si on travaille actuellement sur la suite. Donc je vous rappelle que ce bilan n'a pas pour vocation à évaluer la réforme en elle-même, la réforme des rythmes scolaires, et donc d'évaluer si le passage en demi-journée le mercredi est pertinent ou pas. Ça, il s'agit d'un cadre législatif que nous n'avons pas de légitimité à modifier. Il s'agit juste de savoir si ce que nous avons mis en place, nous, c'est-à-dire des activités sur des demi-journées avec la deuxième mouture de la réforme, et se déroule de manière positive, ou s'il faut envisager un retour à la première mouture, c'est-à-dire finir tous les soirs à 15h45. Donc tout ce qui concerne l'évaluation, on va dire pédagogique, scolaire, en termes d'apprentissage, en termes d'efficacité, de capacité d'attention des élèves, ça, il ne nous appartient pas d'évaluer toute cette thématique-là. C'est à l'institution éducation nationale de faire ces évaluations en interne. Donc ils les font, ils nous les font passer ou pas, mais de toute façon, nous, notre bilan ne peut pas se positionner là-dessus. Oh, tu m'as mélangé les pages, tu m'as mélangé les pages. Donc je vous rappelle, il faut que je trouve un responsable. Je vous rappelle un petit peu les axes et les objectifs généraux de notre mise en place de la réforme. Tout d'abord, maintenir la qualité d'accueil et l'ambition éducative des temps périscolaires que nous visons sur la commune depuis déjà plus de 10 ans. D'ouvrir un champ d'expérimentation de nouvelles actions éducatives concertées, de permettre des transitions sereines entre les différents temps, scolaires et périscolaires, de favoriser l'accès aux services. Favoriser l'accès aux services en mettant en place, comme pour les autres services, une tarification modulée. D'assurer des accueils de qualité, non pas dans la quantité et la multiplication des propositions, pas dans le suractivisme, mais plutôt dans le respect et le besoin de chacun, de chaque enfant. Et enfin, de proposer un environnement matériel et humain stable. Ça, c'était nos objectifs de départ. Et donc, c'est par rapport à ça que l'on peut ensuite évaluer notre bilan. Pour information, qui prend en charge les nappes, les enfants pendant ces nappes? Il faut savoir qu'il y a en tout sur la commune 61 ateliers différents, 30 le mardi et 31 le jeudi. Que pour ces 61 ateliers, nous avons 46 animateurs pour les mettre en place. Je vais vous donner des détails. Dans les 46 animateurs, on a 29 agents municipaux et 15 intervenants extérieurs, qu'ils soient associatifs ou indépendants, donc 4 fuvelins, 2 enseignants, et pour tout ça, il nous faut 4 directeurs à la haie, accueil de loisirs associés à l'école, donc 2 coordinateurs. Donc voilà un petit peu le personnel qui est nécessaire pour cette simple demi-journée. Ce qu'implique la réforme. La réforme implique une augmentation potentielle du temps de présence de l'enfant au sein d'organisations collectives, qu'elles soient de l'institution école ou municipale. Elle implique une réorganisation pour les familles, un service supplémentaire qui génère un coût supplémentaire pour les familles, une mise en place d'une coordination périscolaire incomparable à ce que nous faisions avant, avec un recrutement, un suivi, un accompagnement, une formation des animateurs, de la gestion des inscriptions, des présences, des facturations, des paiements, etc. Ça génère aussi des coûts supplémentaires pour la collectivité, puisque le nombre d'heures enfants augmente, le nombre d'heures animateurs augmente,
le nombre d'heures d'utilisation des locaux municipaux des bâtiments augmente, qu'il y a des coûts de transport collectif qui n'existaient pas, enfin tout ça, forcément, ça se répercute dans les coûts. En termes d'encadrement, les taux d'encadrement sur notre ALAE sont de un animateur pour 10 enfants en maternelle, un animateur pour 14 enfants en élémentaire. Ces taux sont, je vous le précise, bien au-dessus de ceux qui sont prévus par la loi, puisque la loi prévoit un animateur pour 14 enfants de maternelle et un animateur pour 18. Donc nous avons fait ce choix-là, dans un souci de qualité du service proposé. Quelles activités sont proposées pendant ces nappes? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de proposer des activités qui ont pour visée d'en faire toujours plus pour les enfants, ce n'est pas du tout l'objet de la réforme. On n'a pas non plus pour vocation à remplacer les apprentissages scolaires, ni même à se substituer à des activités qui peuvent être proposées par des associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou autres. Nous, l'objectif et la vocation principale de nos ateliers durant les nappes, c'est de donner goût, de faire découvrir et de faire explorer de nouveaux horizons pour après donner envie à l'enfant d'aller peut-être se diriger vers une structure associative, etc. C'est pour cela que ça fonctionne par petits cycles, qu'on tourne dans l'année, et c'est pas, on ne peut pas s'inscrire pour moi je veux faire tennis toute l'année dans l'école avec le NAP et je remplace ma séance associative. Donc on a des exemples d'activités, je peux vous en donner quelques-uns. On a bande dessinée, journal de l'école, activité manuelle, éveil musical, on a de l'anglais, on a de l'allemand, on a du jardinage, de la danse, des jeux de société. Enfin, c'est assez varié. Pardon. En termes de fréquentation, on est toujours sur le bilan quantitatif. En termes de fréquentation, nous avions présagé d'une fréquentation qui avoisinerait les 85 ou 90% des effectifs de chaque école dans les nappes. Or, on s'aperçoit qu'on est à entre 65 et 70% des élèves présents sur les nappes. Ça dépend des sites, ça dépend des écoles. Alors après, on peut voir les choses de deux manières. Je n'ai pas de réponse de savoir pourquoi tous les enfants ne participent pas ou tous les enfants participeraient. Donc ça, je n'ai pas les réponses. Mais on peut envisager que sur les 35% des enfants qui ne participent pas au NAP, chaque mardi, il y en a un pourcentage assez fort parmi ceux-là qui, du coup, ont la possibilité, ont l'opportunité peut-être de rester au calme chez eux, de ne pas vivre encore une après-midi de collectivité. Et quelque part, là, on rentre un petit peu dans l'objectif de la réforme qui était d'alléger le temps de collectivité, d'alléger le rythme d'un enfant, de lui permettre de se reposer. Donc, bien évidemment, si c'est pour qu'un enfant reste devant la télé, devant je ne sais trop quelle émission qui ne serait pas adaptée, dans ces cas-là, ça ne servirait à rien. Après, on a quand même un profil sociologique sur FUVO qui fait que sur les 35%, tous ne sont pas soit livrés eux-mêmes dans la rue, soit devant la télé. Il y en a peut-être quelques-uns, il ne faut pas l'exclure, mais en tout cas, ce n'est pas la majorité. La tarification. Concernant la tarification, vous le savez, il y a une participation qui est en fonction de la composition du foyer et des revenus. Pour les 3 heures d'accueil, pour les familles qui sont ce que l'on appelle au plafond, qui gagnent plus de 4 200 € par mois et qui n'ont qu'un seul enfant en charge, les 3 heures ont un coût de 4,37 € pour les 3 heures. Pour les familles qui sont planchées, qui gagnent moins de 1 500 € et qui auraient plus de 4 enfants ou plus à charge, là, la tarification est de 0,84 € pour 3 heures. Donc, après 2 périodes de facturation, donc sur les 5 premiers mois de l'année, je peux vous délivrer le tarif moyen constaté auprès de nos services. On est à 2,95 € pour 3 heures. Donc on est à moins de 1 € de l'heure en tarif moyen pour les activités et l'encadrement que je vous ai proposé, que je vous ai expliqué. Je vais vous passer un petit peu les chiffres et les tableaux, puisque comme on ne projette pas, ça ne va pas être évident, sur le bilan financier, juste pour vous dire que, avec les données que j'ai, l'estimation du coût net, parce que
on a fait une projection de ce que l'on a vu comme résultat en entrée dépenses sur les premiers mois de l'année, une projection sur l'année. Le coût net de la réforme pour la commune serait sensiblement de 110 000 € par an. Voilà. Que le prix, je peux vous dire que le prix de revient par heure enfant est de 3,80 € pour une heure. D'accord ? Soit un coût à l'année par enfant de 300